Une question qui peut paraître étonnante dans la mesure où effectivement la question de l'éducation à la sexualité ou d'éducation sexuelle, comme on la désignait encore il y a quelques années, n'était pas à l'origine étroitement liée à la question de droits humains. Et c'est vraiment sous l'impulsion des Nations Unies et de différents organes des Nations Unies que ce lien entre éducation à la sexualité et droits humains est apparu. Alors, comment est-il apparu ? Pour répondre à la question, en fait, il faudrait d'abord effectuer un rappel de quelques définitions préalables, et notamment la définition de la santé sexuelle et de l'éducation à la sexualité. Alors, vous le savez, puisque vous êtes des fidèles de ce cycle de conférences, la santé sexuelle implique un certain nombre de postulats, et notamment elle implique qu'une personne puisse mener une vie sexuelle en toute sécurité, qu'elle soit capable de procréer et libre de le faire aussi souvent qu'elle le désire. Et donc, elle suppose qu'il y ait une égalité entre les femmes et les hommes et qu'ils soient informés et aient le droit d'utiliser la méthode de planification familiale de leur choix. Évidemment, ici, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est cette idée d'information et d'accessibilité aux méthodes de planification familiale et de contraception. Alors, c'est pas seulement ça, la sexualité, la santé sexuelle, c'est aussi, nous dit l'OMS, un ensemble de données qui intègrent des aspects qui sont somatiques, émotionnels, intellectuels, on pourrait ajouter affectifs à cette liste, mais également sociaux de la vie sexuelle. Et l'OMS insiste sur le fait que l'éducation à la sexualité ne doit pas se limiter aux aspects biologiques, aux aspects physiologiques, et qu'il ne s'agit pas seulement de dispenser des conseils relatifs à la procréation et aux maladies sexuellement transmissibles. Et là, on en arrive à ce lien entre éducation à la sexualité et santé sexuelle et droits humains. C'est ici que la notion de droits humains ou de droits de l'homme, comme on emploie encore l'expression en français dans la traduction de Human Rights qui est utilisée dans les instances internationales, mais le lien avec la notion de droits humains en matière d'éducation à la sexualité ou de santé sexuelle, ce lien, il découle d'un certain nombre d'éléments qui ont été rappelés par un très important rapport qui a été rédigé en 2010 par Werner Munoz, qui était le rapporteur des Nations Unies sur le droit à l'éducation et qui a rédigé donc en 2010 un rapport consacré à l'éducation à la sexualité. Et donc dans ce rapport, Munoz souligne l'interdépendance qui existe entre les droits de l'homme, les droits humains, et la santé sexuelle et l'éducation à la sexualité. Il dit, je cite ces mots, que pour atteindre l'état complet de bien-être que constitue la santé, cela n'est possible qu'en recevant une éducation sexuelle à caractère intégral tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Donc il conditionne la réalisation, l'effectivité de la santé sexuelle à une information, une éducation donnée aux enfants et aux adolescents. Et cette éducation, j'ai insisté en gras sur l'adjectif qu'il lui accole. Cette éducation, elle doit avoir un caractère intégral. Et par caractère intégral, il reprend cette idée que l'éducation à la sexualité, c'est pas simplement une information sur les méthodes de contraception et sur les modes de reproduction. C'est aussi, nous dit-il, un moyen d'encourager la pensée critique des élèves sur les diverses expressions de la sexualité humaine, sur les relations interpersonnelles, sans réduire le thème à l'aspect biologique de la procréation. Donc on voit que l'éducation sexuelle, pour qu'elle garantisse effectivement les droits humains et qu'elle permette de jouir d'un état de santé sexuelle optimal, cette éducation sexuelle, elle doit avoir un caractère intégral. Alors par caractère intégral, qu'entend-on ? Là, pour le coup, je vais revenir en France et à un rapport récemment remis par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en 2016 sur l'éducation à la sexualité et qui propose la définition suivante. Donc, l'éducation à la sexualité est une manière d'aborder l'enseignement de la sexualité et des relations interpersonnelles qui répondent à un certain nombre de critères. Vous les voyez à l'écran, ces critères, c'est le fait qu'elles soient fondées sur l'égalité des sexes et des sexualités,
donc l'orientation sexuelle, qu'elle soit évidemment adaptée à l'âge du public qui va la recevoir, parce qu'il est évident qu'on n'aborde pas les questions de sexualité et de liens affectifs aux autres de la même façon avec un enfant de 5 ans et un adolescent de 15 ans. Qu'elle soit basée sur des informations scientifiques, on y reviendra, il ne s'agit pas de reproduire un certain nombre de préjugés, un certain nombre de stéréotypes, il faut s'appuyer sur les données acquises de la science, et qu'elle soit sans jugement de valeur, c'est-à-dire qu'elle soit ouverte et qu'elle ne constitue pas une morale s'imposant au public. Et donc le Haut Conseil à l'égalité insiste sur le fait que cette éducation à la sexualité vise à doter les jeunes des connaissances, compétences et savoir-être dont ils et elles ont besoin pour une vie sexuelle et affective épanouie. Donc on retrouve cette idée de santé sexuelle ici, conditionnée par l'éducation à la sexualité. Et le Haut Conseil ajoute quelque chose qui est évidemment important, et tout particulièrement, comme l'a rappelé Thierry, aujourd'hui, lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, l'éducation à la sexualité ne peut pas se concevoir autrement que dans une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, cette approche-là, qui est celle du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, donc le Haut Conseil est un organe français, c'est exactement celle que l'on retrouve dans les instances internationales de l'ONU, dont je vous parlais, différentes instances. Alors, j'aurais pu vous abreuver d'un certain nombre de citations, je n'en ai retenu qu'une, celle du Comité ONU des droits de l'enfant, et le Comité ONU sur les droits de l'enfant souligne la même chose, que la santé, l'éducation à la sexualité intégrale doit avoir reposé sur une approche globale de la sexualité, mettre l'accent sur le corps, le bien-être sexuel et permettre non seulement d'informer les publics des questions physiologiques, mais également de prévenir la violence sexiste et d'adopter un comportement sexuel responsable. Alors, c'est donc une démarche globale qui en comprend des aspects physiologiques, affectifs et émotionnels, et qui ne se limite pas, mais qui évidemment comprend également les aspects physiologiques. Alors, ces définitions posées, en quoi comment le lien entre droits humains et éducation à la sexualité peut-il être fait, et quelles sont en fait les grandes questions que j'aimerais vous proposer et sur lesquelles j'avancerai quelques éléments de réponse. Il me semblait que 3 questions pouvaient être mises en avant. La première, qu'on verra donc dans un premier temps, c'est celle de savoir si véritablement l'éducation à la sexualité est une question de droits humains. La deuxième, c'est celle de savoir si l'éducation à la sexualité est un enseignement comme les autres, est-ce qu'il suscite des problématiques particulières par rapport aux autres enseignements dispensés, bref, si c'est un enseignement à part, et si oui, pourquoi et comment ce dilemme éventuel peut-il être résolu. Et puis la troisième nous permettra de revenir en France et de voir si le cadre légal de l'éducation à la sexualité, tel qu'il est mis en place en France, correspond à ces standards internationaux posés par l'UNESCO, posés par les différents comités, comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, comité pour les droits des enfants, comité des droits de l'homme, etc. Est-ce que le cadre français répond de façon effective à ces standards ? Alors, premier point, la question de savoir si l'éducation à la sexualité est une question de droits humains. Comme on l'a vu dans le rapport Munoz, et comme je vais essayer de vous le montrer, l'éducation à la sexualité, indiscutablement, permet de garantir effectivement un certain nombre de droits fondamentaux, parce qu'elle répond à une double finalité qu'on verra successivement. Première finalité de l'éducation à la sexualité, c'est évidemment de permettre un épanouissement des individus et donc de garantir les droits fondamentaux des individus, des personnes, des enfants qui deviennent adolescents, adultes, de façon à ce qu'ils aient une sexualité libre, épanouie
et responsable. Cette finalité individuelle, elle est évidemment très présente et elle justifie que l'éducation à la sexualité soit considérée comme une question de droits humains. Mais elle n'est pas toute seule. Et il y a un autre enjeu qui est très important. La question de l'éducation à la sexualité, ce n'est pas qu'une question individuelle. Il ne s'agit pas juste de former des hommes et des femmes qui soient libres, autonomes et épanouis. Elle a aussi ce qu'on pourrait considérer comme étant une finalité politique. L'éducation à la sexualité, cela permet également de contribuer par l'éducation à l'élaboration de citoyens et de citoyens qui participent à une société qui soit une société inclusive, qui ne soit pas une société fondée sur des stéréotypes et des discriminations. Donc pour ces deux raisons qu'on va voir successivement, très certainement l'éducation à la sexualité mérite d'être considérée comme une question de droits humains. Alors, premier point, au niveau individuel, l'éducation à la sexualité permet très certainement de protéger les droits fondamentaux des personnes, puisqu'elle vise à assurer la satisfaction d'un certain nombre de droits. Alors, quels droits ? Le premier, auquel vous pensez toutes et tous, évidemment, instinctivement, c'est la protection du droit à la vie et la protection du droit à la santé en général. Effectivement, l'éducation à la sexualité va permettre d'informer les enfants, les adolescents, les adultes, si celle-ci a lieu plus tard, sur un certain nombre de situations de nature potentiellement à avoir des conséquences sur leur santé ou leur vie. Alors dit comme ça, c'est un peu abstrait. Prenons juste un exemple, la question de la planification familiale. Premier exemple, la planification familiale. On a un certain nombre de traités internationaux qui proclament des droits fondamentaux et qui reconnaissent le droit à une planification familiale. Alors, c'est notamment le cas d'une convention qui est très importante et pourtant qui est assez peu connue. C'est la Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. C'est un traité qui a été négocié dans le cadre des Nations Unies en 1979 et qui proclame un certain nombre de droits au bénéfice des femmes afin de lutter et d'éradiquer les discriminations dont elles sont victimes un peu partout sur la planète. L'article 12 de la Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes proclame un droit à la santé en général, et vous voyez que ce droit à la santé est considéré comme ayant pour objet d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ce qui concerne la planification de la famille. Donc ici, le droit à une information en matière de planification familiale est vraiment inscrit dans un traité international qui a été ratifié d'ailleurs par quasiment tous les États de la planète. Il n'y a que les États-Unis, l'Iran, la Somalie et quelques îles du Pacifique qui n'ont pas ratifié cette convention. Même l'Arabie saoudite a ratifié la convention CEDEF. Alors, cette convention, elle a été précisée par un comité ONU qui est chargé de veiller au respect de la convention et qui souligne régulièrement la nécessité de fournir une information médicale complète pour permettre aux femmes de bénéficier d'une éducation à la sexualité, d'une éducation en matière de contraception et de façon à pouvoir prendre en connaissance de cause des décisions en matière de procréation. Il y a beaucoup d'autres organismes qui ont affirmer la même chose. Ce qui est intéressant dans le cadre du comité CEDEF, c'est que c'est posé dans un texte. C'est le seul texte international contraignant qui reconnaisse ce droit à la planification familiale. Les autres organes de l'ONU qui ont développé cette interprétation le font sur la base de textes qui sont beaucoup plus généraux et qui sont donc moins précis. Alors, premier exemple, la planification familiale, très certainement, vise à protéger le droit à la santé, et donc l'éducation à la sexualité en matière de planification familiale est un moyen de prendre des décisions en matière de procréation. C'est la possibilité donc pour une femme de décider ou pas d'avoir des enfants, de leur nombre, de l'espacement entre les naissances, etc. Deuxième exemple où l'on voit que l'éducation à la sexualité va permettre toujours de protéger le droit à la vie et le droit à la santé, c'est évidemment la question de la prévention des infections sexuellement transmissibles et parmi d'autres, la question de la prévention de la transmission du VIH-Sida. Là encore, on a beaucoup d'instruments internationaux, on a beaucoup de décisions de comités ONU qui soulignent que pour qu'il y ait une prévention efficace
de la transmission du VIH-Sida, il faut qu'il y ait une éducation à la sexualité qui soit efficace, elle aussi. Par exemple, vraiment parmi de nombreuses sources, le Comité des droits de l'enfant qui affirme qu'une prévention efficace du VIH-Sida suppose que les États s'abstiennent de censurer, de retenir ou de déformer intentionnellement les informations concernant la santé, et notamment l'éducation, l'information en matière sexuelle. Les États doivent veiller à ce que les enfants aient les moyens d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour se protéger et protéger autrui dès qu'ils commencent à avoir des expériences sexuelles. Alors, ce point est évidemment très important parce que derrière cette affirmation du Comité des droits de l'enfant se profile une question qui est extrêmement cruciale dans un certain nombre de pays, c'est la question de programmes d'éducation à la sexualité qui sont volontairement biaisés. Et parmi ces programmes d'éducation à la sexualité volontairement biaisés, évidemment, je pense aux programmes qui sont centrés uniquement sur l'abstinence. Ces programmes centrés uniquement sur l'abstinence, qui se présentent comme des moyens d'éviter la propagation des infections sexuellement transmissibles, et certainement avec succès s'ils étaient vraiment suivis, on sait qu'ils ne sont pas efficaces parce qu'ils ne sont pas, évidemment pas suivis. Et donc la question de ces programmes centrés uniquement sur l'abstinence a été prise en compte par différentes instances des Nations Unies, et notamment le rapport Munoz, du rapporteur spécial sur le droit à l'éducation, dont je vous parlais, qui souligne qu'aucune excuse valable ne justifie que l'on évite de dispenser à quiconque l'éducation sexuelle intégrale dont il a besoin pour mener une vie digne et saine. L'exercice du droit à l'éducation sexuelle joue un rôle préventif crucial, et le fait d'en bénéficier ou non peut s'avérer une question de vie ou de mort. Donc vous voyez la force des termes employés. Indiscutablement, dans la logique des Nations Unies, une éducation sexuelle intégrale permet de sauver des vies et donc, à ce titre, de rendre effectif le droit à la vie qui est posé dans un certain nombre de conventions internationales. Alors, autre droit fondamental que l'éducation sexuelle permet de garantir au niveau individuel, c'est certainement le droit à la protection de la vie privée. Et plus généralement, derrière le droit à la protection de la vie privée, c'est le droit à l'épanouissement personnel. On a beaucoup de textes internationaux qui parlent du droit à la vie privée, du droit à la protection de la vie privée. Et depuis une trentaine d'années, ce droit à la vie privée est interprété comme signifiant aussi un droit à l'épanouissement personnel. La vie privée, c'est pas simplement le fait d'être caché, de ne pas faire l'objet d'intrusions dans votre intimité, c'est aussi maintenant le droit de se montrer, le droit d'être accepté tel que l'on est, et le droit donc de pouvoir être reconnu en tant que tel. Donc l'épanouissement personnel, c'est une notion que l'on voit de plus en plus apparaître, le droit à l'autonomie personnelle, le droit à l'épanouissement personnel, derrière la vie privée. Et là encore, l'éducation à la sexualité va permettre de garantir cette finalité. Deux exemples, toujours le rapport Munoz, je vous ai dit qu'il était extrêmement important. Le rapport Munoz souligne qu'une éducation sexuelle intégrale doit offrir les outils nécessaires pour choisir une sexualité qui corresponde à ce que chaque être humain choisit comme projet de vie dans le cadre de sa réalité. Et pour cette raison, l'éducation sexuelle reçue pendant l'enfance et l'adolescence revêt une importance fondamentale. Ceux qui prennent des décisions en matière d'éducation formelle devraient considérer l'éducation sexuelle comme un moyen indispensable de renforcer l'éducation en général et de stimuler la qualité de vie. Donc ce que dit ce rapport des Nations Unies, c'est très certainement que l'éducation sexuelle permet une autonomisation de la personne. Cela permet de garantir l'autonomie personnelle en donnant aux individus les informations qui leur permettent de faire des choix et de vivre librement leur sexualité et d'avoir une vie affective, sexuelle qui soit épanouissante. Il y a d'autres instances qui ont dit la même chose, et notamment en Europe, le Comité européen des droits sociaux, dans une affaire dont je vous reparlerai un peu plus tard, et qui nous dit que l'éducation à la sexualité permet d'offrir aux individus donc une bonne compréhension de leur sexualité et de prendre des décisions responsables pour ce qui concerne leur comportement en matière de sexualité et de procréation.
Donc on voit là, au terme de ce premier tour d'horizon, très certainement que l'éducation à la sexualité, en donnant une information aux personnes, leur permet de jouir effectivement de leurs droits fondamentaux, droit à la vie, droit à la santé, droit à la vie privée et à l'épanouissement personnel. Informés, ils peuvent décider et ils peuvent éviter un certain nombre de risques. Donc il y a une finalité individuelle, faire des individus épanouis et en bonne santé. Il y a aussi, je vous le disais, derrière l'éducation à la sexualité, une finalité collective, c'est-à-dire quelque chose qui transcende les individus, qui ne va pas viser uniquement un agrégat de personnes isolées, mais qui est aussi de nature à fonder un projet politique. Donc ici, l'éducation à la sexualité, très certainement, a une finalité collective, et derrière cette finalité collective, le projet de l'éducation à la sexualité, c'est de construire une sexualité inclusive. Une sexualité inclusive, une société inclusive. Une société inclusive, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a dans le fait même de faire des individus libres, autonomes, capables de prendre des choix de façon responsable pour ce qui concerne leur corps et leur vie privée. Derrière cela, il y a aussi l'idée de transformer le système social et l'idée donc de changer un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de valeurs qui peuvent exister encore et qui consistent donc, comme nous le dit le rapport Munoz, qui consiste à nier aux individus leur possibilité de recevoir une éducation qui soit axée sur l'égalité entre les sexes et la diversité. Et là, vous voyez tout de suite quel est ce projet de société inclusive que l'éducation à la sexualité permet. Ce projet de société inclusive, c'est un projet qui est fondé à la fois sur l'idée d'égalité entre les sexes, d'égalité entre les femmes et les hommes, et également sur la reconnaissance de la diversité des orientations sexuelles. Et donc on va juste détailler brièvement les deux, on y reviendra certainement dans le cadre du débat ultérieur, mais l'égalité des sexes d'abord, là encore, on retrouve cette affirmation que l'éducation à la sexualité, si celle-ci est intégrale, va avoir une importance particulière pour assurer aux femmes leur droit à vivre libre de toute violence et de toute discrimination sexiste. Ce sont les termes toujours du rapport Munoz. Et ce rapport, il s'appuie sur un certain nombre de textes, et notamment on retrouve la Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, dont je vous parlais tout à l'heure, qui garantit un droit à l'éducation en général pour les femmes, pour les fillettes, un droit à l'éducation en général, mais également un droit à l'éducation, pour reprendre les termes, en matière de planification de la famille. Alors, le texte date de 1979 et donc le vocabulaire peut paraître un peu désuet. Il y a eu également un certain nombre d'arbitrages politiques qui ont présidé à la rédaction d'un certain nombre de dispositions de la Convention, et ce qui fait que la Convention ne parle pas d'éducation à la sexualité, d'éducation psychosexuelle, etc. Elle parle de planification de la famille, ce qui est un peu plus modeste. Donc le texte et d'ambition modeste a priori, mais il a été interprété de façon très dynamique. Et notamment parce que dans la même convention CEDEF, on trouve une autre disposition très importante qui affirme l'obligation des États de lutter contre les stéréotypes sexistes, et notamment qui souligne qu'il faut pour les États modifier les schémas et modèles de comportement de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés qui sont fondés sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des femmes et des hommes. Donc les États ont l'obligation d'agir pour lutter contre les stéréotypes de genre et les stéréotypes sexistes. Et en s'appuyant sur cette disposition, donc qui impose une obligation de modifier les schémas culturels et sociaux dominants, le comité CEDEF a considéré que lorsque la Convention parle de planification de la famille, en réalité, il faut avoir une ambition plus importante et il faut garantir une éducation à la santé sexuelle qui a un rôle fondamental en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Parce qu'on sait que c'est une éducation à la sexualité, par exemple, qui va permettre d'éviter les abandons scolaires précoces
dans un certain nombre de pays, en France également, liées à des grossesses précoces. On sait aussi que c'est une éducation à la sexualité qui va permettre d'aboutir à une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en permettant que les femmes ne soient plus confinées à des fonctions de procréation, mais qu'elles soient reconnues comme des actrices économiques et des citoyennes à part entière. Donc le comité CEDEF vraiment souligne la nécessité d'avoir une approche de l'éducation à la sexualité qui soit intégrale, parce que c'est un préalable indispensable, nous dit-il, à l'égalité entre les femmes et les hommes, pour lutter contre la transmission des infections sexuellement transmissibles, pour éviter les grossesses précoces, pour éviter les violences domestiques également. Cette éducation à la sexualité est importante. Donc, un préalable indispensable pour construire une société fondée sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Un préalable aussi indispensable pour fonder une société qui soit respectueuse de la diversité des orientations sexuelles. Et notamment, c'est la question de l'homophobie et des discriminations dont les personnes homosexuelles ou bisexuelles ou trans peuvent être victimes, qui est ici importante en matière d'éducation à la sexualité. Alors, je reviens sur une affaire que je vous annonçais tout à l'heure dans un effet de teasing et que j'aimerais vous présenter un peu plus en détail maintenant, parce que c'est une affaire très importante et qui montre bien l'évolution des juges en Europe. Alors, ce n'est pas exactement un juge qui a rendu cette décision, c'est le Comité européen des droits sociaux, mais c'est presque un juge. Et c'est un comité d'experts indépendants qui rend des décisions et qui peut considérer que les États, membres du Conseil de l'Europe, n'ont pas respecté les droits sociaux. Et donc ce comité européen des droits sociaux était saisi par une association croate, enfin, la branche croate d'une association internationale, l'association Interrights. Et l'association Interrights avait donc soumis au comité la question de l'éducation à la sexualité telle qu'elle était pratiquée à l'époque en Croatie. En Croatie, les manuels d'éducation à la sexualité qui étaient donc donnés à lire aux enfants, aux adolescents croates, contenaient un certain nombre d'informations tout à fait, dont la lecture est tout à fait édifiante. Par exemple, donc, dans ces manuels, on voyait qu'en fait, il y avait une mise en avant de l'hétérosexualité qui était présentée donc, comme étant la forme normale de la sexualité. Et donc, à contrario, l'homosexualité était considérée comme une forme déviante et anormale. Les manuels disaient que c'était le résultat d'une erreur dans le développement sexuel, si l'on était homosexuel. Puis alors les manuels étaient tout à la lance, c'est-à-dire que l'homosexualité était accusée de compromettre le développement sexuel des enfants. Les homosexuels étaient dépeints comme des groupes de personnes aux mœurs légères, changeant fréquemment de partenaire sexuel, et donc à l'origine de la transmission du VIH-Sida. Donc c'était ces manuels qui contenaient des affirmations stéréotypées et discriminatoires qui étaient donnés aux enfants comme base des cours d'éducation à la sexualité. L'association Interrights saisit le comité européen en disant l'État croate ne respecte pas ses obligations dans le cadre du Conseil de l'Europe en matière d'éducation aux enfants. Et le comité européen des droits sociaux rend une décision extrêmement forte, une décision extrêmement bien rédigée, et il souligne notamment l'importance pour les États de garantir une éducation sexuelle et génésique non discriminatoire qui ne perpétue pas ou ne renforce pas l'exclusion sociale et le déni de la dignité humaine. Donc vous voyez la force des termes employés, et le comité ajoute que l'obligation donc, des États implique que les moyens éducatifs ne renforcent pas les stéréotypes avilissants et ne perpétuent pas des formes d'outrage qui contribuent à l'exclusion sociale, à une discrimination ancienne et constante et un déni de la dignité humaine, souvent rencontrés par les groupes traditionnellement marginalisés, comme par exemple les personnes n'ayant pas une orientation hétérosexuelle. Donc on voit que dans cette affaire, à travers cette motivation du comité européen, il y a bien cette idée que l'éducation à la sexualité va permettre de fonder une société qui soit une société inclusive, c'est-à-dire une société qui ne fonctionne pas sur la base de
préjugés et de discrimination, et une société donc qui permette de lutter contre l'exclusion sociale et le déni de la dignité humaine. Ce sont les termes employés par le comité. Donc vous voyez qu'à travers ces différentes positions en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et en matière de respect de la diversité des orientations sexuelles, on a bien cette idée que l'éducation à la sexualité, c'est pas seulement un moyen de viser l'épanouissement des personnes, c'est aussi un moyen de garantir une société qui soit une société démocratique, une société pluraliste. Là encore, ce sont les termes du rapport Munoz. On a d'autres documents qui affirment la même ambition, notamment le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui nous dit que l'éducation à la sexualité est une partie intégrante de l'apprentissage de la citoyenneté. Et les termes, là encore, sont importants, parce qu'on conçoit généralement l'éducation à la sexualité comme relevant exclusivement de l'intime. Ici, c'est un message de citoyenneté, et donc c'est de l'extime qui est posé. Et j'ai tiré ce schéma du rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous voyez le lien qu'il établit entre l'éducation à la sexualité globale et positive, intégrale, donc, et d'une part la promotion de l'égalité filles-garçons, d'autre part la protection de la santé sexuelle et la réduction des risques, et enfin l'insertion socio-économique facilitée. Il y a donc une triple dimension qui fonde bien une dimension politique. Bien. Donc, ça ouvre un grand champ. Alors, est-ce que cette éducation est réellement à part, ou est-ce que c'est réservé à l'école? Est-ce que l'éducation dans les familles, en intrafamilial, l'éducation informelle, va pouvoir aborder tout ce que tu nous as présenté et qui est beaucoup plus large, me semble-t-il, que l'éducation à la sexualité telle que jusqu'à présent elle est réalisée. Effectivement, on voit l'ambition de l'éducation à la sexualité, fonder une société inclusive, permettre à des adultes d'avoir une vie épanouie. Et on voit bien du coup la particularité de l'éducation à la sexualité, qui est un enseignement souvent présenté comme tout à fait spécifique, parce que il est à cheval entre l'école et la famille. L'éducation à la sexualité, elle se transmet dans deux cadres distincts, celui de la famille et du cercle restreint, et celui de l'école. Et quelquefois, il peut y avoir une tension entre ces deux cercles. Rappelons-nous, il y a quelques années, en 2013, la polémique suscitée certainement à tort par les ABCD de l'égalité, qui ont suscité une mobilisation d'une partie de la population qui voyait dans cette mission de l'école une menace pour des valeurs familiales qu'ils voulaient préserver au bénéfice de leur enfant. Alors, pourquoi un enseignement à part? Pourquoi un enseignement spécifique? Pour répondre à la question, déjà, il faut rappeler la base. La base, c'est que l'éducation à la sexualité, c'est une mission de l'école. C'est bien une mission de l'école, c'est une responsabilité des pouvoirs publics. Et là encore, différents textes nous disent qu'il s'agit d'une mission obligatoire des pouvoirs publics. On a beaucoup de documents internationaux, beaucoup de comités de l'ONU qui affirment que l'éducation à la sexualité ne doit pas être optionnelle. Ça doit être intégré dans les programmes scolaires et ça doit être un enseignement comme les autres, donc obligatoire, pas plus que l'on ne peut se dispenser d'un cours de physique-chimie, même si on est nombreux à en avoir eu envie, eh bien, on ne peut se dispenser d'un cours sur l'éducation à la sexualité. Alors, j'ai mis une citation, mais vraiment, j'aurais pu multiplier les autres à côté de celle du Comité des Nations Unies pour les droits économiques et sociaux qui nous dit que l'État violerait ses obligations internationales en ne prenant pas des mesures pour que chaque individu ait accès à une information exacte, donc à jour, sur la santé sexuelle et reproductive, et pour que tous les établissements d'enseignement prévoient dans leur programme obligatoire une éducation impartiale, scientifiquement exacte, factuelle, adaptée à l'âge, exhaustive en matière de sexualité. Donc on a bien l'idée qu'il y a une mission obligatoire des pouvoirs publics. Alors, cette mission obligatoire,
je vous ai beaucoup parlé des textes, il faut quand même concéder que dans les faits, elle est assez peu remplie, hein, elle est assez inégalement respectée. On a un certain nombre de documents qui montrent que en Amérique latine, par exemple, il n'y a que 3 pays qui disposent d'un niveau élevé de législation en matière d'éducation sexuelle. La situation est catastrophique en Afrique puisqu'il y a très peu de pays qui prévoient dans leur curriculum scolaire une éducation à la sexualité. Puis c'est encore plus vrai en Afrique où il y a par ailleurs un taux de scolarisation qui est assez faible. Et en Asie, on a également assez peu d'États qui intègrent l'éducation à la sexualité dans leur cursus scolaire. En Europe, les chiffres que l'on a montrent que l'éducation à la sexualité est obligatoire dans 19 pays et facultative dans 6 pays. Et donc ça fait pas 28, mais vous avez à peu près une idée. Et l'âge fixé pour le commencement varie selon les États entre 5 et 14 ans. Il y a des États qui démarrent l'éducation à la sexualité plus tardivement. Alors, c'est une mission obligatoire des pouvoirs publics, mais comme je vous le disais, c'est une mission partagée, et c'est une mission partagée avec la famille, avec les parents, puisque lorsqu'il s'agit de mineurs, d'enfants, d'adolescents, les parents sont titulaires d'une autorité parentale et disposent par ailleurs du droit d'élever leur enfant conformément à leurs opinions philosophiques, religieuses, politiques. Il y a donc nécessité de trouver un équilibre entre le droit des parents à élever leur enfant et à leur transmettre ce qui leur paraît important comme vision du monde et vision des relations personnelles, et l'obligation de l'école d'assurer une information en matière d'éducation à la sexualité. Alors, cette conciliation, je passe rapidement sur ce point pour gagner un peu de temps, cette conciliation, elle a été en partie esquissée par 2 décisions très importantes de la Cour européenne des droits de l'homme. Même si vous n'êtes pas juriste, vous avez certainement entendu le nom de cette Cour européenne donc, qui est chargée de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne a rendu 2 décisions importantes en matière d'éducation à la sexualité. La première est un peu ancienne, puisqu'elle date de 1976. Elle concernait les programmes d'éducation à la sexualité au Danemark, et en l'occurrence des parents très religieux, de confession luthérienne, donc protestante, souhaitaient dispenser leurs enfants du programme d'éducation à la sexualité qui était obligatoire au Danemark. Et la Cour européenne, donc les parents disaient, ça méconnaît notre liberté religieuse et notre droit à élever nos enfants conformément à nos valeurs, que de nous obliger que d'obliger nos enfants à avoir ces cours d'éducation à la sexualité. Et la Cour souligne que dès lors que les cours qui sont donnés ne sont pas un endoctrinement, mais qu'ils visent à procurer aux élèves une information objective et scientifique sur la vie sexuelle de l'être humain, les maladies vénériennes et le sida, eh bien, ça ne touche pas. Ce qui est curieux, c'est que le sida, en 1976... Non, la citation doit être tronquée là-dessus. Il doit dû avoir je vérifierai la citation. Donc, dès lors qu'il y a une information qui est objective et scientifique, cela ne méconnaît pas le droit des parents à élever leurs enfants conformément à leurs propres convictions philosophiques et religieuses. Cette décision, elle a été, donc, qui date de 1976, elle a été confirmée et même élargie très très récemment, puisque en décembre dernier, la Cour européenne a été saisie d'une affaire à peu près identique, mais qui cette fois touchait la Suisse. Des parents souhaitaient que leur enfant de 7 ans ne soit dispensé du cours d'éducation à la sexualité qui était intégré obligatoirement dans le cursus scolaire. Et la Cour européenne considère que, en l'occurrence, les parents ne peuvent pas retirer leur enfant de ces cours. Le fait que ces cours soient obligatoires ne méconnaît pas la Convention européenne parce qu'il s'agit de protéger la santé des enfants. Et la Cour met vraiment l'accent là-dessus. Elle souligne que même si l'application de certains des buts poursuivis par l'éducation sexuelle peut prêter à controverse, donc elle concède que dans certains cas, pour certaines familles, cela puisse
être délicat, même si ça peut prêter à controverse, la protection de la santé justifie des programmes d'éducation à la sexualité qui soient obligatoires. Et elle souligne que dans la protection à la santé, ce n'est pas simplement une information sur la planification familiale ou sur la transmission des maladies sexuellement, enfin, des maladies sexuellement transmissibles. Elle souligne que l'éducation l'éducation à la sexualité permet aussi de protéger les enfants contre les violences dont ils peuvent être victimes, contre les agressions sexuelles dont ils peuvent être victimes. C'est en informant les enfants de ce qu'ils ont des droits sur leur corps, de ce qu'ils peuvent dire non et de la façon dont ils peuvent s'adresser à des adultes en cas de problème, que l'on va garantir effectivement leur autonomie personnelle. Donc vous voyez, la santé ici, c'est pas seulement la santé physiologique, c'est aussi la santé mentale, et ça justifie une éducation à la sexualité obligatoire. Donc on le voit dans ces différentes affaires, hein, l'éducation à la sexualité peut être considéré comme un sujet portant à controverse pour certaines personnes, en fonction de leurs convictions religieuses, en fonction de leur vision du monde. Il n'empêche que la nécessité de protéger les enfants, la nécessité d'éduquer les adolescents justifie une éducation obligatoire dès lors qu'elle répond à certains critères. Oui. Quand même, la réflexion qui me vient avant d'attaquer la dernière partie, de savoir si nous, en France, on peut appliquer ces différentes préconisations. Les droits humains impliquent des valeurs qui sont laïques, qui ont été signées par 98% des pays, et impliquent une morale laïque. Et donc, elle n'est ni objective, cette morale laïque, ni scientifique. Elle est déclarative et on se rallie à cette morale laïque. Et je peux comprendre qu'il y a de tous bords, d'un côté et de l'autre, des personnes qui vont ruer dans les brancards et qui vont poser des problèmes. Aujourd'hui, les indicateurs des violences sont tels qu'on ne peut plus se taire et on ne peut plus accepter seulement que l'on lève des écueils tels que tu le décris ou tels que la CEDH a démontré que c'est à tort. Et que bien évidemment, après, il faut l'adapter étape par étape. Et on va voir si chez nous, en France, c'est le dernier développement que tu nous proposes, eh bien, ces standards sont respectés, quoi, au total. Oui, revenons en France donc pour voir comment l'éducation à la sexualité est organisée et pour voir si elle répond à ces standards internationaux que je vous présentais. Alors, juste un point d'histoire, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où l'on vient pour mesurer les évolutions et comprendre les situations, enfin, la situation actuelle. L'histoire de l'éducation à la sexualité en France, elle est relativement récente. C'est à partir des années 70 que l'on commence à mettre en place des programmes d'éducation. D'ailleurs, de façon assez significative, c'est concomitant à l'adoption de la loi Veil dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. On avait dans la loi Veil, en même temps donc la dépénalisation de l'avortement, cette idée qu'il faut que l'État est responsable de l'information sur les problèmes de la vie. La formule est un peu empoulée, donc les problèmes de la vie, et cette idée que l'éducation à la responsabilité est une obligation nationale. Et donc c'est dans ce contexte qu'au début, par une simple circulaire, on met en place, dans le cadre des établissements scolaires, un enseignement qui en réalité est un enseignement double. Il y avait deux types d'enseignement. Il y avait un enseignement qui était un enseignement d'information sexuelle. Et cet enseignement d'information sexuelle, il était obligatoire et intégré au programme de biologie. Et donc il portait uniquement sur les aspects physiologiques de la reproduction. Et cet enseignement d'information sexuelle obligatoire pouvait
et c'était facultatif, il pouvait être doublé d'une éducation sexuelle. Et donc, cette éducation sexuelle facultative, elle avait pour objet d'informer les jeunes face aux problèmes concernant la sexualité, avec l'idée de les responsabiliser. Je cite le vocabulaire de l'époque. Bon, dans les faits, l'éducation sexuelle a été assez peu mise en place. Il n'y a pas eu d'application et on était vraiment quand même dans une approche qui était une approche très sanitaire et très moralisatrice de l'éducation sexuelle. Les choses changent dans les années 80, puisque avec l'émergence de la découverte et l'émergence du VIH-Sida, il y a une nouvelle approche qui est mise en place, qui est une approche de prévention des risques. Et donc, on informe sur les modes de contamination et on insiste notamment sur l'utilisation du préservatif. Donc, on est toujours dans cette perspective médicale de l'éducation à la sexualité. Et le dernier grand saut, la dernière grande transformation qualitative, ce sont les années 2000. Parce que à partir des années 2000, désormais, l'éducation à la sexualité met l'accent en France sur l'égalité entre les filles et les garçons. Donc c'est vraiment l'accent très important, notamment qui est issu de la loi du 4 juillet 2001, qui est encore une loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, la loi qui allonge le délai de l'IVG et qui a tout un versant sur l'éducation à la sexualité, et notamment avec plusieurs transformations. Désormais, on parle d'éducation à la sexualité, et plus seulement donc dans une perspective scientifique, physiologique, mais aussi dans une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes. Deuxième transformation, l'éducation à la sexualité devient obligatoire, elle est intégrée dans l'enseignement. Et troisième obligation, désormais, les publics visés sont très larges, puisque l'idée est que aussi, dès la maternelle, et donc jusqu'au lycée, en passant par le collège, les enfants et les adolescents auront une éducation à la sexualité. Et d'ailleurs, vous le voyez, il n'y a pas que l'école qui est concernée, puisque la loi prévoit que l'éducation à la sexualité et à la contraception doit également être dispensée dans les établissements médico-sociaux, et notamment ceux qui accueillent des jeunes en situation de handicap. Donc on a vraiment une approche globale qui met l'accent sur l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences. Regardez les textes actuels. Donc, ce sont les deux dispositions légales qui fondent l'éducation à la sexualité à l'école. Le premier article, l'article L312-16, qui dit que une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles. Donc normalement, il y a 3 séances annuelles, et durant toutes les années de la scolarité, du CP jusqu'à la terminale, et par groupe d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes et contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une perspective qui est une perspective politique. Alors Thierry parlait de morale laïque. Je ne sais pas si c'est de la morale, en tout cas ce sont les valeurs sur lesquelles notre société prétend être construite. Donc là, dès l'école, elle est transmise. Et le Code de l'éducation ajoute dans un autre article que, et ça c'est depuis 2010, donc c'est un peu plus récent, depuis 2010, il ajoute que l'information consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les préjugés sexistes, la lutte contre les violences à l'encontre des femmes et des violences domestiques doit être dispensée à tous les stades de la scolarité. Donc c'est désormais le prisme dominant de l'éducation à la sexualité en France, cette idée donc d'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, il y a eu des textes d'application, je ne vais pas les lire, ce serait très fastidieux, mais notamment il y a eu une circulaire, la dernière circulaire en date, celle qui s'applique, et la circulaire donc, qui vient expliquer le dispositif et le justifier. Cette circulaire de 2003, elle insiste bien sur la responsabilité de l'école en matière d'éducation à la sexualité, et vous le remarquerez, elle dit en complément du rôle de premier plan joué par les familles. Donc on voit vraiment à nouveau cet équilibre entre l'intervention des pouvoirs publics via l'école et la responsabilité des familles. Ce qui est intéressant dans cette circulaire,
c'est qu'elle rappelle donc que normalement l'éducation à la sexualité doit être intégrée de façon transversale dans tous les enseignements, c'est-à-dire que en fonction des programmes scolaires, en fonction des thématiques, les enseignants, quels qu'ils soient, peuvent être amenés à assurer une éducation à la sexualité. Donc ce n'est pas uniquement le ou la prof de sciences de la vie et de la terre, de biologie, comme on dit. Ça peut être un professeur de français à l'occasion de l'étude d'un texte, éventuellement. Donc une intégration transversale, et la circulaire rappelle cette obligation légale d'un minimum de 3 séances d'information chaque année. Et on y reviendra, mais dans les faits, on en est souvent loin. Juste une précision importante, ce que je vous ai dit vaut pour l'enseignement public, parce que pour l'enseignement privé, et surtout pour l'enseignement privé sous contrat, l'enseignement privé hors contrat, de toute façon, fait ce qu'il veut, sous certaines réserves évidemment de la loi pénale, mais l'enseignement privé sous contrat dispose d'un statut particulier, et notamment, il n'est pas tenu à dispenser ces 3 séances annuelles obligatoires. Pourquoi cela ? Parce que l'éducation à la sexualité ne figure pas dans les programmes scolaires. Ça ne figure pas dans les programmes scolaires, et les établissements privés ne sont tenus que de respecter les programmes scolaires. Donc techniquement, l'éducation à la sexualité va relever de ce que l'on appelle la vie scolaire dans les établissements privés sous contrat, et donc sont organisés selon des modalités particulières définies par les chefs d'établissement. Alors ça se justifie parce qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui disent que les établissements privés ont un statut particulier qui est protégé par la Constitution. Ça pourrait toutefois être l'objet de discussion dans la mesure où les élèves de l'enseignement privé, ce sont aussi des futurs adultes et des futurs citoyens. Donc ce statut particulier mériterait qu'on y réfléchisse. Alors, dernier mot pour conclure sur finalement la façon dont l'éducation à la sexualité est dispensée, et plus exactement sur les enjeux que cette éducation à la sexualité soulève en France. J'en vois au moins 2, et le premier a été avec brio relevé par Thierry. C'est d'abord l'enjeu de la neutralité. Comment faire pour s'assurer que l'éducation à la sexualité soit neutre, qu'elle soit basée sur des données scientifiques acquises, ça paraît une évidence et assez peu discutable, mais qu'elle ne promeuve pas des comportements ou des choix particuliers au détriment d'autres. Là, c'est toujours plus compliqué. Et c'est ce que montre une affaire qui a été jugée en 2014 par le Conseil d'État, donc c'est le juge administratif français, à propos d'une affaire dont vous vous souvenez peut-être, l'affaire de la ligne Azur. On était à l'époque en 2013, et la ministre de l'Éducation nationale avait incité, avec insistance, avait incité les recteurs à mettre en place une campagne d'information pour la lutte contre l'homophobie. Et notamment, elle avait conseillé, dans une circulaire, la ministre recommandait aux recteurs d'utiliser la ligne Azur. Et la ligne Azur, c'est une ligne d'écoute pour les jeunes, une ligne d'écoute téléphonique qui se présente comme étant destinée aux jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation et de leur identité sexuelle. Donc il y avait des tracts qui avaient été distribués dans les écoles, des affiches qui avaient été collées, dans les collèges, lycées, des affiches qui avaient été collées et qui disaient homo, bi, hétéro, l'orientation sexuelle, c'est pas toujours simple. Pour en parler, tu peux contacter la ligne Azur, et ça renvoyait aussi à un site internet, le site internet de la ligne Azur. Et cette demande de la ministre a été déférée au juge administratif par la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Et elle a obtenu gain de cause. Le juge a annulé la décision de la ministre. Pourquoi le juge a-t-il annulé ? Eh bien, le juge a bien dit que l'éducation à la sexualité, ça fait partie des missions de l'école. Ça fait partie des missions de l'école, et c'est une mission obligatoire, mais l'information qui doit être donnée aux élèves doit être délivrée dans le respect du principe de neutralité du service public et de la liberté de conscience des élèves. C'est ce que souligne le juge, donc respecter la neutralité du service public de l'éducation nationale
et la liberté de conscience des élèves. Donc, dans ce cadre, évidemment, on doit lancer des opérations de sensibilisation, de lutte contre l'homophobie, des mécanismes d'écoute et de soutien aux jeunes qui se posent des questions sur leur orientation sexuelle. Et on sait que l'adolescence est une période de vulnérabilité, notamment pour des jeunes qui se découvrent homosexuels. Donc il faut mettre en place de tels supports, nous dit le juge, mais à condition que ces supports soient respectueux de la neutralité du service et plus généralement soient respectueux de la légalité. Et c'est ça qui posait problème dans l'affaire de la ligne Azur, parce qu'il y avait des informations qui étaient données sur ce site Internet et qui ont été relevées par le juge, notamment le fait que, par exemple, on présentait l'usage des drogues comme de nature à faire tomber les inhibitions et comme étant associé à des moments festifs sans mentionner que l'usage de produits stupéfiants est un délit en France. Notamment, on présentait la pédophilie, alors je cite, le site définissait la pédophilie comme une attirance sexuelle pour les enfants, sans faire état du caractère pénalement répréhensible des atteintes ou des agressions sexuelles sur les mineurs. Et donc, le juge dit, même si le site Internet n'a pas entendu faire preuve de complaisance à l'égard de ces comportements, qui sont passibles de sanctions pénales, qui sont délictueux, en la seule absence de mention du caractère illégal de ces pratiques, eh bien, l'éducation nationale ne pouvait pas renvoyer les élèves vers ce site. Et donc c'est là-dessus que la décision de la ministre a été annulée. Donc oui sur le principe, mais à condition que l'enseignement soit respectueux de la neutralité. Premier enjeu, très certainement, de l'éducation à la sexualité. Deuxième enjeu tout aussi important, c'est celui de l'effectivité. On a des textes qui nous disent une éducation obligatoire, 3 séances par an, une éducation intégrale qui a des ambitions importantes. Concrètement, on sait que ça ne marche pas. On le sait, ça a été notamment très bien documenté par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dans son rapport de 2016, où il dit bien que l'application effective des obligations légales en matière d'éducation à la sexualité en milieu scolaire demeure encore parcellaire, inégale selon les territoires, car dépendante des bonnes volontés individuelles, et de surcroît inadaptée aux réalités des jeunes. C'est donc un bilan sévère que le Haut Conseil à l'égalité délivre ici et qui montre que même si les textes sont ambitieux et certainement conformes aux standards internationaux en matière de droits humains, il y a loin des textes de la proclamation de textes à leur réalisation effective, d'où l'importance de rencontres comme celle-ci et de l'action de la chaire pour nous en faire prendre conscience. Je vous remercie.